Et si la police de l'environnement n'existait pas? On a bien vu qu'il y avait un sondage qui souhaitait donc effectivement avoir cette police avec donc tous les éléments que vous nous avez donnés. Hélène Soublej, je vous en prie, s'il vous plaît, directrice générale de la Fondation pour la biodiversité. Marc Fesneau, rejoignez-nous aussi également, donc député du Loir-et-Cher et évidemment donc ancien ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et est-ce que Marc-André Sellos est là? Oui, moi, cher Marc-André, je t'ai pas vu. Voilà. Marc-André Sellos, donc professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Homme des sols, homme de microbiologie qui adore aussi donc les champignons, qui est donc la clé de voûte d'ailleurs effectivement des sols. Donc là, l'idée, c'est quand même de voir tout de suite les enjeux, on va dire, à la fois de société, mais aussi de faire quand même un petit état des lieux quand même de notre biodiversité. Changement climatique, je ne vous fais pas de dessin, ça vous l'avez compris. Il devrait y avoir peut-être dans cette salle très peu de climato-sceptiques, même si le chiffre était un peu remonté quand même, hein, donc, en France. Mais enfin, bon, quand même, on en est quand même là aujourd'hui sur ces constats. Marc-André Sellos, donc aujourd'hui, lorsque l'on parle effectivement de biodiversité, qu'est-ce que vous avez envie de dire en termes simplement de constat? Et là, évidemment, ce sont des données scientifiques étayées par des écologues. Vous en faites partie, par des scientifiques. On n'est pas dans de l'opinion. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui là-dessus? Et effectivement, après, pourquoi c'est nécessaire quand même de faire appliquer 3-4 choses? Alors, je vais résumer mon propos et le développer. Il n'y a pas de crise de la biodiversité. C'est pire. Alors aujourd'hui, on voit que l'extinction des espèces a augmenté pour les espèces animales entre 5 et 10 000 fois depuis que l'homme est sur Terre. Oui. C'est 500 fois pour les plantes et pour les microbes, c'est probablement 10 fois moins. Le taux d'extinction des espèces a augmenté. Mais nous ne sommes pas dans l'ère d'extinction des espèces. On a réussi juste à bousiller 5% d'espèces de vertébrés ou 7% des mollusques. Franchement, au Permien, par exemple, il y a eu une crise biologique, enfin une extinction dans laquelle 95% des espèces ont disparu. Nous sommes loin d'être très performants à ce stade, mais en revanche, à la vitesse où nous sommes partis, l'impact sera sans doute fort. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'extinction de la biodiversité qui s'opère autour de nous est beaucoup plus pernicieux, mais c'en est quand même un. C'est l'extinction de la diversité génétique des espèces. Une récente revue dans la Nature montrait que absolument aucune espèce connue n'est exempte de perte de diversité génétique car les effectifs fondent. Quand on vous dit que 80% des insectes ont disparu en 30 ans en France ou 30% des oiseaux en 15 ans, c'est le nombre, non pas des espèces bien sûr, mais des individus. Qui dit moins d'individus dit moins de diversité génétique, dit moins de chances que l'un de ces individus soit adapté demain aux conditions climatiques qui auront changé ou à un nouveau pesticide. Qui dit moins d'individus dit aussi moins de mutations. C'est dans les mutations que réside l'espoir d'un avenir pour une espèce quand les conditions changent. La probabilité de mutation, elle est donnée pour chaque individu. Plus il y a d'individus, plus il y a de mutations, plus il y a d'espoir. Aujourd'hui, c'est l'espoir des espèces qui s'envolent et demain, évidemment, c'est l'espèce elle-même qui s'envole. Même si elle ne vole pas, elle appartient au passé. Et qu'on ne vienne pas me raconter qu'on va ressusciter le mammouth. Comme je l'ai dit, c'est la diversité génétique qui compte. Il ne suffit pas de restaurer un animal ou ni même un couple. L'Arche de Noé, ça ne marche pas. On a essayé avec 2 individus, on ne fait pas une espèce. Non. On fait juste de la consanguinité. Mais là où je dis qu'il n'y a pas de crise de la biodiversité, c'est qu'au Permien, c'est 95% de la diversité qui a disparu à la fin du Permien, et c'est reparti. C'est inextinguible. Il n'y avait pas trop d'humains à l'époque. Hein. Non, et c'était de causes autres. D'ailleurs, il y a même eu des fois où c'est le vivant qui a provoqué les conditions de l'extinction. En ce sens, le fait que l'homme aujourd'hui provoque une extinction, ça s'est déjà produit plusieurs fois, notamment il y a 2 milliards d'années avec l'invention de la photosynthèse qui était un bazar, un bordel d'1 milliard d'années avant que ça reprenne, parce que l'oxygène était très toxique, y compris pour ceux qui le produisaient. Au bilan, ce n'est pas la biodiversité qui est problématique. Et je vais terminer avec une chauve-souris. Les chauves-souris, en Amérique, elles ont une maladie européenne qui fait que dans certains comtés, il n'y a plus de chauves-souris. Dans d'autres comtés, il en reste. Un économiste de Stanford, un économiste, dis-je, donc pas un écolo, qu'il soit politique ou scientifique, quelqu'un de très sérieux. Sans doute, il a des boutons de manchette et un costard-cravate. Il écrit dans Science du 6 septembre dernier ce travail où il montre que là où il n'y a plus de chauves-souris en comparaison de là où il en reste, l'utilisation des pesticides a augmenté de 31%. Dommage pour les agriculteurs. Dommage en particulier parce que ça veut dire que ce poste de frais a augmenté de 31% pour faire ce qui était fait gratuitement avant. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans ces comtés-là,
il y a 8% de mortalité infantile en plus. Et quand il décompose les facteurs de surmortalité, ce sont des malformations à la naissance et des cancers juvéniles. En fait, on s'en fout des chauves-souris. Moi, je m'en fous. Je suis mycologue. Totalement. Le problème, c'est l'homme. Et la crise n'est pas une crise de la biodiversité. C'est une extinction comme il y en a eu et comme il y en aura. La crise, elle est pour la vivabilité, l'accomplissement de nos fonctions économiques. Et moi, si je me bats, c'est pas pour la biodiversité, c'est parce que j'ai une tête blonde de 5 ans dans ma vie qui emplit tout l'horizon pour moi. Donc c'est l'habitabilité du vivant, donc cette ligne de crête sur laquelle nous sommes, qui a commencé donc à exister il y a 3 milliards 600 millions d'années. Après on va très très vite, hein. Nous on arrive effectivement avec notre arrogance il y a 300 000 ans, donc sous forme d'homo sapiens, doublement sapiens d'ailleurs. Et donc après, alors pour le meilleur et pour le pire, l'être humain c'est quand même aussi quelque chose d'assez génial. Enfin je veux dire qu'on ne va pas non plus se gratter pour se faire souffrir dans cette salle, loin de là. Simplement on a des qualités énormes, mais on est globalement inapte à la limite. C'est ça qui nous bloque. On est inapte à la limite, ou alors il faut me le prouver. Bon. Donc en matière de biodiversité, là maintenant, si on redescend un tout petit peu quand même sur la police de l'environnement, pour essayer, plus que de limiter la casse, mais d'essayer quand même d'avoir un avenir pour votre cher petit, qui est assez génial par ailleurs. Bon, vers quelle direction faudrait-il aller? L'avantage de la biodiversité par rapport au changement climatique, enfin si tant est que ce soit... tout ça soit très avantageux dans le contexte actuel, c'est qu'en fait, c'est assez propriétaire. Si vous regardez les causes d'extinction, 30% des causes d'extinction, c'est les changements d'usage des milieux, 25% c'est la surexploitation, 14% c'est les pesticides, 14% c'est le changement climatique, 11% c'est l'espèce invasive. Tout ça, c'est des choses qui se gèrent localement. Et par exemple, en matière de sol, il y a des agriculteurs qui font des prodiges. Moi, je suis très admiratif de l'agriculture. Je fais partie des gens qui, en fait, se disent qu'ils auraient dû rester ingénieurs des eaux et forêts plutôt que d'aller parader à l'université, parce que l'agriculture, c'est ce qui gère 50% du territoire, c'est ce qui fait ou ne fait pas la biodiversité. Et à cette époque-là, on mariait bien l'eau et la forêt, d'ailleurs. Oui. Et oui, non, mais... Elles sont difficilement dissociables au reste. Séparées maintenant, oui, d'accord, mais... Mais les agriculteurs qui ne labourent pas, ceux qui ont cessé le labour, alors on leur reproche beaucoup d'utiliser comme des amants du glyphosate, mais ceux-là, ils redressent en 2 à 10 ans la vie de leur sol. Et ils ont des sols qui boivent l'eau et donc ils pénètrent dans leurs parcelles plutôt en saison, même quand il pleut beaucoup. Ils n'ont pas de changement de rendement. Comme leurs parcelles sont plus vivantes et qu'il y a plus de matière organique dans les sols, ils stockent du carbone, c'est bon pour le climat, mais surtout, ils stockent mieux l'eau pour les jours difficiles. Et eux, leur agriculture, elle n'est pas tirée par la demande, à l'inverse du bio, qui a cette faiblesse que c'est la demande qui peut tirer le bio puisqu'il y a un surcoût. Là, il n'y a pas de surcoût, c'est juste mieux. Mais surtout, ils récupèrent les effets de leur biodiversité du sol en cessant le labour, même en mettant du glyphosate, ce qui n'est pas idéal, hein, mais c'est quand même moins pire que le labour. Ils récupèrent en fait la vie de leur sol en 2 à 10 ans. Leur diversité se redresse de 2% en nombre d'espèces, parce que dans les sols, il n'y a pas encore beaucoup d'extinction d'espèces, et de 30 à 40% en biomasse vivante, en 2 à 10 ans. C'est-à-dire qu'en fait, le truc génial avec la biodiversité, c'est que si on agit bien, si on a une police pour garantir que les bons gestes sont appliqués au bon endroit, c'est un truc propriétaire, c'est un truc local, ça se redresse. L'espoir, c'est qu'une police assiste une perspective pilotée scientifiquement. Et piloter scientifiquement, ça ne veut pas dire que la science gouverne. Ça veut dire que régulièrement, elle amène des éléments d'information sur ce qui se passe et comment ça évolue. Hélène Soublet, si vous voulez, prenez ce micro, donc directrice générale de la Fondation pour la biodiversité, vétérinaire donc aussi de formation. On sent très bien, et d'ailleurs c'est aussi le cas de ce colloque, on est vraiment dans la nécessité de co-construire donc les uns les autres des solutions. On voit bien qu'on arrive au taquet quand même d'un système là-dessus. L'écologie n'est pas quelque chose d'optionnel aujourd'hui, on l'a bien compris. On a vu quand même un sondage quand même assez puissant là, hein, donc, qui est quand même aussi donc, ressorti sur les différents sujets. Même si nous sommes des animaux paradoxaux, qu'on est plein de contradictions les uns les autres, on est parfaitement d'accord. Comment ça peut se passer? Parce qu'on a un peu quand même l'impression que l'humanité toute seule, est-ce qu'elle peut sortir de son ornière avec toute sa merveilleuse puissance technique, solutionniste dans tous les sens? Oui, merci. Merci pour la question. Ce n'est pas une question facile. Oui, moi je pense qu'il y a quand même encore un petit peu d'espoir, ne serait-ce que parce que maintenant on a quand même une connaissance
de ce qui se passe et finalement des causes de l'érosion de la biodiversité qui est relativement largement partagée. Et on a pour ça des grandes plateformes intergouvernementales comme le GIEC qui va nous parler du climat, qui va agréger ses connaissances scientifiques sur le climat, et l'IPBES qui fait la même chose sur la biodiversité, où la connaissance, en fait, elle est disponible, elle est accessible à tous. Alors c'est vrai qu'on pourrait rétorquer que lire plus de 1000 pages de résumés, de rapports en anglais, c'est quand même pas facile comme type d'accessibilité, mais n'empêche que c'est là. Donc je pense que c'est pas une question de connaissance. Et quand on regarde en fait ce que disent ces rapports, ils sont assez intéressants parce que ils s'adressent aux États. Il s'adresse aux États. Ça veut dire qu'en fait, le premier rempart finalement contre la perte de biodiversité qui nous créerait des problèmes, je rejoins complètement Marc-André, hein. En fait, la perte de biodiversité, c'est un problème pour l'humanité. C'est pas réellement un problème pour la biodiversité, avec ces quelques 12 millions d'espèces à peu près, enfin, on va dire pour les eucaryotes. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va continuer sur cette trajectoire ou est-ce qu'on va sortir de cette trajectoire? Et ce que disent ces plateformes dans les résumés pour décideurs, c'est que c'est aux États d'agir. Et donc, derrière les États, il y a évidemment la réglementation et il y a évidemment la police de l'environnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'action des États, elle appelle en fait la co-construction des solutions. Hein, parce que c'est vrai qu'on a des solutions, il y en a dans les rapports. Si vous lisez les résumés pour décideurs qui font beaucoup moins de 1000 pages, qui font 50 pages, ils proposent un certain nombre de solutions. Mais le problème de ces solutions, et je vais faire un parallèle avec l'économie, puisqu'on a parlé d'économie tout à l'heure, c'est qu'en fait, on est là dans la macroécologie. Et la macroécologie, en réalité, elle ne s'applique pas sur les territoires. Et il faut faire de la microécologie. Et c'est là, en fait, où il faut absolument interagir avec les acteurs du terrain, parce que c'est eux qui détiennent en fait ces solutions sur le terrain et qui vont pouvoir les adapter. Et donc travailler en concertation entre les chercheurs qui détiennent cette connaissance, ou tout au moins qui peuvent la traduire pour les acteurs économiques, les acteurs politiques, les citoyens, les ONG, c'est absolument indispensable. Et c'est ça qu'on va faire sur le territoire, c'est qu'on va traduire ces grands principes scientifiques, ces grands cadres, le cadre des services écosystémiques, de bien comprendre nos dépendances, de bien comprendre les processus écologiques et de les traduire en solutions concrètes sur le terrain. Ça, c'est nécessairement de la co-construction. Et c'est là où ça devient compliqué, en fait, et difficile. C'est parce que la solution, on ne va pas vous l'apporter sur un plateau en vous disant voilà ce qu'il faut faire, faites-le. Et c'est là où la réglementation a aussi un petit challenge. Hein, c'est-à-dire que la réglementation en France, ça ne va pas être la même que la réglementation aux États-Unis, en Autriche ou au Sénégal. Et donc, c'est là où il faut de l'intelligence collective pour pouvoir produire la meilleure réglementation possible, qui soit adaptée aux conditions socio-économiques et environnementales du territoire considéré, et ensuite l'appliquer de la meilleure façon possible, avec évidemment une certaine acceptabilité. Mais bon, comme on l'a vu sur le sondage, en réalité, il y a une acceptabilité à la règle. Donc la règle, elle est acceptable, et dès lors qu'elle est construite correctement. Et c'est pour ça que moi, je prône vraiment une co-construction avec les scientifiques, en fait, qui détiennent une partie de la connaissance et de la connaissance qui a été construite de façon à ce qu'elle s'appuie sur les meilleures preuves disponibles aujourd'hui de ces processus écologiques et des conséquences de leur dégradation. C'est-à-dire que vous nous dites en filigrane que si la réglementation s'écarte trop, on va dire, de la science, on échouera parce qu'on aura ce qu'on appelle très joliment des externalités qui ne parlent absolument à personne, sauf dans cette salle. Mais voilà. Donc il faut vraiment effectivement que la science soit quand même la base. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde où un fait scientifique et une opinion, ça vaut à peu près la même chose. Donc là, c'est quand même le côté assez inquiétant, mais c'est quand même effectivement par là que ça se passe. Qu'est-ce que vous voyez quand même? Parce qu'on a un peu l'impression qu'on est tous d'accord pour les décisions, pour le futur, pour un enfant de 5 ans, etc., pour nos futurs petits-enfants et tout. Et puis, on est quand même dans des décisions beaucoup plus pour le présent, pardonnez-moi, que pour le futur, quoi. Donc là, il y a ce décalage que l'on connaît bien, que l'on connaît dans le temps de la politique, entre le temps donc, de cette écologie, ce temps scientifique, le temps de la réglementation. Comment on arrive à
à trouver, on va dire, des pistes avec tout ça. Alors oui, c'est vrai que je pense que c'est en effet le nœud du problème. Hein. Quand l'IPBES, par exemple, travaille sur les causes d'érosion de la biodiversité, elle travaille sur ce qu'elle appelle les pressions directes que Marc-André a citées. Mais en fait, ensuite, elle conclut assez rapidement que si on ne s'intéresse pas à autre chose que ces pressions directes, on n'arrive pas à les réduire. On n'arrive pas à réduire la pollution si on se dit juste il faut réduire la pollution et si on met la réglementation qui va bien en disant je vais forcer, contraindre les acteurs à réduire la pollution. Il faut travailler sur les pressions indirectes. Qu'est-ce qui fait que ces pressions directes vont être aggravées? Et dans les pressions indirectes, il y a pas mal de choses. Alors il y a la démographie. Souvent on a accusé les scientifiques de ne pas s'occuper de ces questions de démographie. Je pense que depuis 2019, tout au moins l'IPBES a traité de cette question. Il y a la question de la technologie, parce que la technologie, elle peut aggraver le phénomène de façon exponentielle et finalement très peu d'humains peuvent détruire beaucoup de biodiversité avec une technologie adaptée. Il y a la question également de la gouvernance et on rejoint la réglementation. Et donc, et ensuite, l'IPBES, dans un rapport récent là, de décembre 2024, est allé encore plus loin en disant ok, mais en fait les pressions indirectes elles-mêmes, elles ont des causes sous-jacentes. Et dans les causes sous-jacentes, il y a exactement ça. Il y a le court-termisme, qui est une cause sous-jacente de notre non-action. Parce qu'on va avoir des priorités court terme qui sont différentes des priorités long terme. Et ça, c'est normal. Notamment la fin du mois, la fin du monde. C'est vrai que la fin du mois, c'est quand même une priorité qu'il faut considérer. Néanmoins, je pense qu'il y a aussi la question de la vision. C'est-à-dire que quel est le monde que nous voulons collectivement pour demain, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les humains de demain. Et cette question de la vision, en fait, elle est traitée par ces causes sous-jacentes de l'érosion de la biodiversité, par les scientifiques qui vont s'intéresser à nos relations, nos rapports entre les humains, les non-humains, qui vont nous permettre de vivre correctement ou pas. Parce que si on donne une autre vision du monde de demain, que ce monde est très technologique, alors je vais être extrêmement caricatural, je m'en excuse par avance, mais si ce monde il est extrêmement technologique, si le pouvoir est toujours détenu par un très petit nombre d'humains et si les conséquences des actions ne sont pas considérées quand on prend la décision de l'action, en fait, le monde qui se dessine derrière, il n'est pas très joli, en fait, en réalité. Il n'est pas très joli. Est-ce qu'il y a sûrement des humains encore il y a certains scientifiques qui ont fait des modélisations jusqu'à 250 ans, en fait. Donc en 2250, ils ont montré que les trajectoires pour les populations humaines, c'était globalement des trajectoires d'extinction, parce qu'on ne prend quand même pas toujours des bonnes décisions, et que dans un seul des cas, en fait, il y avait une trajectoire de survie de l'humanité. Laquelle Je suis obligée de répondre à ça. Fais-nous aussi intéressés, là, j'ai vu. Non, c'est si on s'occupe de la biodiversité. Et il y a d'ailleurs un autre rapport, c'est le rapport Nexus qui a été produit en même temps, en décembre 2024, qui a essayé de traiter de 5 enjeux humains. C'est pas beaucoup, 5 enjeux humains, il y en a beaucoup plus. On pourrait prendre le cadre des objectifs de développement durable, où il y a quand même 16 enjeux qui sont assez majeurs. Néanmoins, là, le rapport s'est occupé de 5 enjeux, c'est déjà beaucoup plus qu'un enjeu, parce que pour l'instant, on s'occupe très souvent d'un seul enjeu. On parle de politique en silo. Et pardon, monsieur le ministre, mais c'est vrai que quand on s'occupe que d'agriculture, parfois on oublie qu'il y a d'autres enjeux, et notamment, par exemple, l'enjeu de la qualité de l'eau, ça a été soulevé ce matin, l'enjeu de la biodiversité, l'enjeu de la santé humaine et l'enjeu du climat. Et donc, ces 5 enjeux, avec l'agriculture, les chercheurs ont dit, finalement, je vais regarder si je rentre par un enjeu, si je fais du silo, qu'est-ce qui se passe sur les autres enjeux. Et la conclusion majeure du rapport, c'est de dire, il faut traiter ces 5 enjeux en même temps. C'est déjà extrêmement compliqué, mais il n'y a que comme ça, en fait, qu'on réussira à s'en sortir, et il n'y a que comme ça qu'on réussira à donner un avenir à notre espèce, en tant qu'espèce, dans 250 ans. Voilà, et c'est la trajectoire, on peut l'appeler développement durable, développement soutenable. C'est une trajectoire, en fait, qui s'intéresse à la biodiversité, qui s'occupe de biodiversité, mais qui s'occupe aussi de climat, et qui s'occupe aussi d'eau, et qui s'occupe aussi de santé humaine, et qui s'occupe aussi d'alimentation. Et ces trajectoires-là, elles sont possibles dans le rapport en question. Donc, il y a un résumé pour décideurs, il y a un certain nombre de solutions, environ 80, un peu moins, qui présentent des solutions qui respectent ces 5 enjeux et qui respectent donc
la survie en fait, de l'humanité à moyen et long terme. C'est vrai qu'on plane merveilleusement sur pas mal de sujets, mais en tout cas, soyons merveilleusement holistiques. Hein, c'est ce que nous dit donc Hélène Soublet. Donc, prenons effectivement les choses assez larges. C'est pour ça qu'il y a aussi le côté One Health. Ça, c'est très intéressant. C'est pas encore complètement dans l'esprit de beaucoup de gens, mais une seule santé pour tout le monde. Et une fois de plus, merci mesdames, parce que porté par les femmes, et ça, moi, je le vois depuis 20 ans, les sujets de santé sont portés par les femmes, pas par les hommes. C'est assez incroyable. Bon, bref, ça a été bien montré aussi donc à travers le sondage. Marc Fesneau, député du Loir-et-Cher et donc aussi ministre, donc avec une belle expérience. Là, ça a été un moment assez chaud aussi, comme vous, comme ministre. Bon, c'est très intéressant parce que c'est vrai que rares sont quand même les ministres de l'Agriculture qui ont été en défense de l'OFB. Et vous l'avez été. Vous l'avez été. Non, mais c'est vrai. Vous l'avez absolument été lorsque les choses se sont passées. Racontez-nous effectivement donc votre expérience. Vous pouvez nous rajouter aussi des petites choses sur la biodiversité, peut-être dans le Loir-et-Cher ou dans la commune où vous avez été maire. Bon, mais voilà, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous en tirez surtout comme enseignement? Merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous. Juste, avant de répondre précisément à la question, c'est le principe. Répondre aux questions généralement. Vous avez l'habitude. Hein. Deux préambules. Le premier, je partage tout à fait le fait que si on raisonne à l'échelle géologique et de la fin de la Terre, tout ça n'a pas grande importance. Et donc, oui, c'est en interrogeant notre part et notre humanité qu'on doit s'interroger sur ce qu'on doit faire pour l'environnement. Parce que sinon... Et d'ailleurs, il faut faire attention collectivement à ce qu'on n'ait pas un discours de c'est complètement foutu, parce que si c'est complètement foutu, il y a beaucoup de gens qui diront foutu pour foutu, autant vivre. C'est pas ce que vous avez dit, hein, mais je sais qu'on a le risque... Il y a un côté carpe diem et jouissons sans entraves. Oui, il y a un côté... Et d'ailleurs, dans le sondage, et ça m'amène au deuxième point que je veux dire en préambule, intéressant et inquiétant un peu de voir, je ne sais pas, c'est les jeunes que la conscience est la plus forte, les 15-24. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est fatalisme, ou radicalité d'ailleurs, qui sont et qui est un élément d'inquiétude. Et puis deux, alors Jean-Daniel Lévy n'est plus là, donc mais je le dis quand même, j'ai un petit doute de ce qu'on dit, parce qu'il y a à la fois le sondage qu'on a là, qui rassure, et puis moi hier soir j'étais à l'Assemblée nationale, comme président de groupe. Là ça rassure pas. J'ai l'impression que les gens n'en voient pas tout à fait le résultat du sondage à l'Assemblée nationale. Et j'ai l'impression qu'aux États-Unis, ils n'ont pas envoyé tout à fait le résultat du sondage. Et c'est des forces qui sont puissamment, pas des minorités. Ah non, c'est très lourd. C'est le climato-scepticisme, la remise en cause des fondements même, y compris scientifiques. C'est un truc qui existe. C'est pas une minorité. Donc quand on regarde le sondage, je dis tout va bien. Puis moi, le soir, la veille, je me dis ça va moins bien, quoi, parce que pas d'éoliennes. C'est un peu la question de tout à l'heure sur le décalage aussi entre ouais, mais c'est un décalage inversé d'une certaine façon. Ah, parce que moi, les électeurs, ils n'envoient pas le sondage. Hein. Et l'enquête. Donc il faut quand même qu'on s'interroge. Et la querelle qui est liée à l'environnement, elle monte plutôt qu'elle ne descend, y compris ce qu'on a vu dans les élections européennes. Le Parlement européen aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même Parlement et il est plus commode aujourd'hui de démolir le Green Deal. Et moi, je pense qu'il fallait en discuter, y compris dans son contenu, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais c'est puissant. Et donc c'est ça que je voulais dire dans mon interrogation. Alors c'est les paradoxes français, c'est... on veut plus d'impôts pour le voisin, pas pour soi. On veut plus d'impôts, plus de dépenses, mais dès qu'on leur dit on va supprimer les offices et les agences, c'est super populaire. Parce que c'est le paradoxe des sociétés, notamment des sociétés démocratiques, ce qui pose un problème. Réfléchir, moi qui suis un défenseur de la démocratie, réfléchir sur le temps long quand on est tous les 5 ans réinterrogé. Je ne dis pas que je veux un mandat de 10 ans, c'est pas mon sujet. Mais c'est quand même une interrogation collective. C'est plus facile en Chine de faire les virages, parce qu'on dit c'est comme ça ou c'est simple. Là, c'est comme ça ou ce serait plus là. Oui. Bonne dictature. J'essaie de répondre à votre question. D'abord, je voudrais saluer au passage Christophe Béchu, parce que si on a réussi à tenir un peu la marée dans une crise agricole qui était très profonde, c'est ce que nous avons réussi à nous comprendre et à nous entendre. Au fond, on ne parlait pas de la même position, qui était celle de ministre de l'écologie et celle de ministre de l'agriculture. On a très vu de vie la vague qui pouvait emporter tout d'un point de vue des règles et tout d'un point de vue en particulier de cette maison, avec une espèce de polarisation sur l'office de toutes les contraintes qui ne sont pas liées à l'office. Les lois et les règlements, les réglementations européennes, la politique agricole commune. Il fallait trouver une victime expiatoire et celle-là était assez commode. Très joli paratonnerre, ça a été. Oui, c'est Et nous avons réussi à construire, parfois un peu contre un certain nombre d'écosystèmes, de la facilité, quelque chose qui s'est en plus surpolarisé sur la question de l'armement
Et j'essayais d'expliquer à mes interlocuteurs syndicaux que je ne voyais pas en quoi désarmer, régler le problème du rapport au contrôle. Je ne comprenais pas ce que ça changeait, parce que ça veut dire qu'on peut, on peut faire pression sur les agents parce qu'ils sont désarmés. Et donc il y a quelque chose qui était complètement paradoxal, plus la culture de la maison OFB, qui fait que quand vous désarmez, vous ne désarmez pas que physiquement. Vous donnez le sentiment que vous désarmez. Même si on peut avoir 25 débats sur est-ce qu'on pourrions vivre dans une société sans qu'il y ait besoin d'armement pour faire respecter une police. Mais donc on a essayé de cheminer là-dessus. Et deux, on a interrogé une question quand même. C'est les agents de l'OFB et ceux qui autour d'eux travaillent, ils sont là pour faire appliquer des lois et des règlements. Et je persiste à dire ce que j'ai dit l'an dernier à cette époque-là, enfin un peu avant, c'est que nous avons besoin de réfléchir à la façon dont nous construisons nos règles et nos règlements, parce que je pense qu'elles nous échappent un peu et qu'elles échappent surtout au sens. Parce qu'il faut qu'on explique pourquoi il y a des lois et des règlements. Il ne faut pas juste qu'on explique pourquoi il y a des contrôles. Il faut dire pourquoi, quel est le sens de la disposition réglementaire que l'on construit. Pour faire court, et j'ai un dernier point à ajouter. Il faut qu'on ait à la fois, je voudrais saluer le sénateur qui a pris la parole, je pense, alors c'est intéressant dans ce sens, je ne pense pas qu'on ait besoin de plus de lois et de règlements. Hein. Je ne crois pas à cette course en avant très française, parce qu'on ne peut pas à la fois se plaindre dès qu'il y a un fait divers qu'il y ait une loi, et par ailleurs de dire il faut encore de la loi et de la loi. On a besoin d'adaptation de la loi et du règlement, et je vais finir par une dernière adaptation. D'autant plus insiste que là, on en a vu une, effectivement, là, qui vient d'être recalée par le Conseil constitutionnel, oui. En plus. Donc, Alors, comme vous savez, en ce moment, je défends beaucoup ça. C'est pas la peine de faire des lois si à l'avance, on attend que les juges le fassent pour après dire c'est la République des juges. Le mieux, c'est que les parlementaires fassent leur boulot, quoi, en fait. Et je dis ça dans une maison où je pense que c'est un peu mieux fait qu'ailleurs. C'est ça. Encore que parfois. Bon, bref. Non, c'est pour taquiner les sénateurs présents. Mais je pense qu'on a besoin de réfléchir quand même. On a parlé beaucoup des dérèglements climatiques. Nous avons devant nous des lois et des règlements qui ne savent pas gérer l'exception, qui ne savent pas y gérer. Or, nous allons vivre des situations d'exception permanentes. Comme vous le savez, j'étais un de ceux qui ont beaucoup défendu la question de la haie. À la même époque, l'an dernier, j'avais été à la commission. Je savais que je ne restais pas parce que j'avais fait le choix de revenir au ministère, parce que j'avais fait le choix de revenir à mon groupe, me pensant plus utile. Peut-être pas faux quand même. Et j'avais expliqué aux savants commissaires, enfin pas commissaires, il y avait le commissaire et ses équipes. Et il m'expliquait sur la haie. Je lui dis, vous savez comment ça se passe sur la haie? On a fait une réglementation pour... L'objectif, c'était de maintenir le réseau de haies. Et nous sommes nombreux à penser que, comme pour la question du sol, c'est un élément absolument essentiel, à pas cher, de contribution, pas le seul, à la biodiversité. Résultat, on a fait une réglementation européenne pour dire vous ne pouvez pas bénéficier de la PAC si vous arrachez les haies sur les surfaces déclarées en PAC. Le truc est assez simple. Ceux qui reprenaient des exploitations, ils ne déclaraient pas la première année, ils sortaient les haies de façon mécanique, si je peux dire, puis après, ils pouvaient le remettre dans la déclaration PAC. Alors, j'avais les yeux ouverts comme ça, je dis voilà, strictement une réglementation qui est mal appliquée. Ouais. Et deuxième élément, le dérèglement climatique. Alors je déconseille de faire une loi aujourd'hui sur le sujet avec l'Assemblée qu'on a, mais on a une loi sur l'eau qui date de 92. Oui. Depuis 30 ans, il s'est passé des choses. On a des sujets nouveaux émergents. Deuxième élément, on a fait des règles qui ne tiennent pas compte de... Il va falloir qu'on tienne beaucoup plus compte des risques incendies qui, pour la biodiversité, sont des risques absolument majeurs. Donc, comment on traite le débroussaillement? Comment on traite les périodes de débroussaillement? Entre la tension de il faut débroussailler, il faut préserver les espaces de reproduction, les habitats. Comment on fait en forêt pour, quand on a des années à 1000 mm, pour pouvoir quand même sortir du bois ou pour pouvoir entretenir les... Donc on a besoin, je pense, d'essayer de construire quelque chose qui est une forme, ça rejoint pas tout à fait, mais un peu une forme d'intelligence collective sur... Il y a des années où il faut qu'on puisse s'adapter. L'important, c'est pour moi, ce que j'ai toujours pensé dans mes fonctions, c'est la trajectoire. Moi, je veux plus de haies. Je veux qu'on ait des forêts qui soient plus durables. Je ne veux pas que les incendies détruisent tous les efforts qu'on fait par ailleurs pour essayer de maintenir un habitat. Et donc, je pense qu'on a besoin d'avoir des règles qui pensent au sens et à l'objectif. Et c'est là que nous avons, nous, parlementaires, un travail à faire à la fois de simplification, y compris pour les agents, parce que c'est appliquer ce genre de règles, c'est quand même... C'est pas compliqué que pour les agriculteurs. Hein. Ça met en défaut les agents. De savoir comment on peut le faire avec distinction. Mais je pense que le dérèglement, pardon, j'ai été trop long, mais le dérèglement climatique, il pose une question de comment on fait des règles souples dans une arythmie climatique qui va nous poser tous les printemps, tous les étés, tous les hivers des problèmes. Et il faut garder cette trajectoire pourtant.
L'incertitude, mes amis, est une valeur sûre, nous dit évidemment en filigrane donc Marc Fesneau sur tous les éléments qui sont là. On a, et là c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, hein. Je garde la phrase d'Hannah Arendt, seule l'action nous sauve, hein. Bon, donc restons là. Mais effectivement, on est maintenant dans un temps extrêmement complexe. Les réassureurs sont assez au point, hein. Ce n'est pas exactement des écologistes, hein, loin de là. Mais enfin, ils le savent très bien, 3 milliards à 3 milliards et demi donc, cette année en 2024. On est juste dans un teasing, là. On est dans une bande-annonce. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne sera pas heureux les uns les autres, mais on va l'être en tout cas tout à fait différemment. Alors évidemment, lorsque l'on parle des haies, quand même aujourd'hui, simple chiffre, on en replante 4000 à 4500 km à peu près tous les ans, on en fout en l'air 22 000. Bon. Donc ça, ces chiffres-là, ils sont là. Donc qu'est-ce que l'on fait pour ne pas dire « je ne te hais point ». Donc voilà. Marc-André, vous vouliez réagir là tout à l'heure, vous vouliez réagir. On peut déjà réagir sur ce point de haie pour indiquer quand même quelque chose, hein. La haie, c'est l'endroit où mettre des chauves-souris dans nos paysages, hein. C'est pas au milieu d'une sériculture continue qu'on va héberger des chauves-souris. Et donc, si on veut restaurer leur fonction insecticide, c'est ça qu'il faut imaginer. Mais alors, justement, j'aimerais ici examiner une dimension qui n'a pas été forcément dite, c'est la dimension patrimonial. Oui. On pense souvent à notre patrimoine architectural, notre patrimoine ceci, cela. D'ailleurs, notre patrimoine culturel a parfois des racines profondément biologiques lorsqu'il s'agit d'appellations d'origine contrôlée ou de terroirs viticoles. Mais mettons ça de côté. Une haie qu'on replante ne sert à rien les premières années. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend difficile de convaincre les gens de replanter des haies. C'est qu'en fait, c'est une vieille haie qui a toutes les fonctions écologiques et qui a notamment recruté la biodiversité d'espèces et de là la diversité de fonctions. Il y a des arbres creux. Quand les arbres ils sont hauts comme ça, il n'y a point. Et donc, il y a ce côté patrimonial, c'est-à-dire qu'il faut aussi réaliser ça, c'est que ce que l'on perd, on ne peut pas le reconstruire tout de suite. Pour continuer sur ces aspects-là, il y a aussi l'aspect temps qui était évoqué, la fin de mois et la fin du monde. En fait, il y a d'autres fins intermédiaires. Il y a la fin de vie. Et de ce point de vue-là, il y a aussi un problème. On a vu quand même l'espérance de vie en bonne santé en France sursauter pour la première fois depuis des décennies en 2022 en France. Alors ça a remonté après. Mais c'est la première fois que ça... Et même la Covid n'était pas venue à bout de ça. 22, c'est pas la Covid, hein. Et donc, il y a des choses qui sont en train de se passer qui nous posent des questions pour la qualité de notre fin de vie. Et puis qui nous posent même des questions pour les fins de mois, puisque je vais revenir sur un exemple agricole. En Bourgogne, la production de cassis, c'est une de ces productions fruitières qui est limitée aujourd'hui non plus par les traitements pesticides que l'on peut mettre, mais par la pollinisation. Je vais mettre les cerises de côté, mais c'est vrai aussi pour les pommiers, c'est vrai pour le caféier, c'est vrai pour les cacaoyers. C'est la pollinisation qui se fait plus aujourd'hui. Si on investit dans une colonies d'osmies, ce sont des petits pollinisateurs du groupe des diptères, on peut redresser la production de 2,5 à 4 fois. Mais ça veut dire que maintenant, il faut investir dans le soutien aux pollinisateurs. Et ça, en termes de temps et en termes financiers, ça fait juste payer plus cher ce qu'on ne payait pas avant. Et ça, on est en fait arrivé à un point d'érosion de la biodiversité et des conséquences fonctionnelles où ça commence à toucher la fin de mois. Et c'est vraiment important parce que vous, et je ne supposais pas que vous l'ayez introduit de cette façon-là. Mais il ne faut pas opposer les choses. Maintenant, la dernière chose que je voudrais dire, alors juste un chiffre, hein, moi j'ai un sondage Veolia en tête et qui est conforté par d'autres sources qui dit que 75% des agriculteurs sont très contents dans l'esprit des mesures environnementales, mais 65% disent que ce n'est pas adapté. Et il y a effectivement un énorme travail politique à faire, et c'est vraiment un travail politique pour l'acceptabilité, les formes, les compensations. Mais comment le faire quand l'ensemble de la population s'en fout ? Et je voudrais arriver à ce point crucial. Je ne sais pas combien il y a de sénateurs et de députés en dehors de vous deux dans la salle. 3. C'est lamentable dans cette enceinte où nous parlons de notre avenir commun et d'une partie de notre patrimoine qui a la caractéristique de ne pas avoir 50 ans, de ne pas avoir 300 ans, de ne pas avoir 4000 ans, mais des millions d'années. C'est des trucs qu'on ne remontera jamais. Versailles, tu le pulvérises, on le remonte.
Ce ne sera peut-être pas aussi beau, c'est ce qu'ils ont fait à Gdansk, où j'enseigne également. La ville a été reconstruite. Désolé, le dodo, c'est fini. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, quelque part, l'impuissance politique, je cite à dessein une pensée qui est celle de Dominique Bourg, reflète en fait l'impuissance citoyenne. Aujourd'hui, personne ne s'offusque que finalement, on ne voit pas les décideurs politiques dans une telle enceinte. Alors même que, géographiquement, il n'y a pas de problème. Je suis désolé de m'acharner, mais je vais m'acharner profondément sur ce point. L'irresponsabilité politique moyenne, et je suis désolé que les seuls politiques qui entendent ça ici soient ceux qui justement illustrent le contraire. Donc pardonnez-moi, hein, mais elle fait écho à l'irresponsabilité générale. Mais qu'attendez-vous d'un pays qui croit encore que les fondamentaux de l'éducation, c'est lire, écrire et compter? Quand il y a des jours où on ne lit pas, on n'écrit pas, on compte pas, mais on a une vie sexuelle, on mange, on consomme avec les impacts que ça a sur l'environnement. Bref, que croire d'un pays qui élève ses enfants dans la pensée que les fondamentaux, c'est lire, écrire et compter, et pas dans la vision d'une interdépendance au monde? Moi, je prends ma casquette de président de la Fédération Biogé, qui représente le muséum, les académies des sciences, d'agriculture, de médecine, de technologie, de vétérinaire, blablabla, on en a 6. 80 associations scientifiques, des fédérations d'entreprises, des associations de citoyens. Nous sommes une centaine au sein de Biogé, qui est la voix des sciences du vivant et de l'environnement en France. Et voilà 4 ministres d'éducation qu'on n'a pas réussi à rencontrer, parce qu'ils ont mieux à faire que de nous entendre sur comment restaurer, on veut en faire entendre un manifeste qui fait 3 pages, comment restaurer la formation à l'environnement et au vivant en France, pour que les gens juste sachent s'occuper de leur santé, ne fassent pas exploser le budget de la sécurité sociale, dont je vous rappelle qu'il est déjà 1,5 fois le budget de l'État, que les gens soient capables finalement d'envisager ce qui est bon pour, à court terme ou à moyen terme, leur vie à eux. Et ça... Bon, alors finalement, on va rencontrer Elisabeth Borne très prochainement parce que j'ai eu son 06 par des amis communs. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a une voix qui incarne plus qu'une voix ou une légitimité absolue, qui est le fruit de vos impôts. Et ce fruit de vos impôts reste une belle au bois dormant, bien endormie, bien plombée, car elle n'arrive pas à s'exprimer et à percer dans la formation. La voie de l'avenir, c'est de faire une génération qui ne répète pas l'erreur précédente, qui est de dire, quand on est formé à lire, écrire et compter, et Dieu sait que c'est au moins nécessaire, mais quand on est formé qu'à ça, on génère les crises environnementales et sanitaires où nous nous mouvons actuellement. Quand entreprendrons-nous de redonner aux citoyens les clés de ce qu'il a payé de ses impôts, et ceci dès les petites classes? Pas de formation au primaire, sauf initiative de professeurs des écoles, 1 heure par semaine dans le secondaire. Je suis désolé, ça s'appelle mutiler la jeunesse. C'est ce que nous faisons. Cette jeunesse votera pour une classe politique tout aussi mutilée. Et de mutilation en mutilation, eh bien, dans 250 ans, on en reparlera avec cruauté. Bien, Marc-André, président, merci beaucoup. Voilà. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, c'est ça aussi qui est intéressant dans une enceinte quand même hautement démocratique, d'avoir ces regards. Et c'est bien. Alors, effectivement, de toute façon, je comptais vous donner la parole à ça. Est-ce que, Hélène, vous vouliez peut-être aussi réagir tout à l'heure ou pas? On donne la parole. Enfin, c'est comme vous voulez. Enfin, voilà, allez-y, puis on se prépare pour madame. En réalité, je voulais rebondir sur les processus, mais c'est vrai qu'après Marc-André, c'est un peu difficile de rebondir. Je vais quand même le faire. Si. Oui, je voulais rebondir quand même sur les processus écologiques, parce que moi, ce que je pense qui manque aujourd'hui, c'est la connaissance de ces processus. Et c'est la connaissance de des conséquences de la perte de biodiversité. On a fait une étude à la Fondation en essayant de regarder, en fait, face à des activités humaines qui provoquent des érosions de biodiversité, qui provoquent des érosions de services écosystémiques qui sont dues à la perte de cette biodiversité, finalement, quelles sont les conséquences socio-économiques de ça? Eh bien, en réalité, il n'y a pas que les citoyens et les politiques qui ne s'intéressent pas à la question, il y a aussi les chercheurs. Parce qu'on n'a pas vraiment trouvé beaucoup de publications qui font toute cette chaîne de causalité, qui partent du début et qui vont jusqu'à la fin pour dire si j'augmente cette modalité agricole, si j'augmente cette modalité industrielle ou cette modalité de consommation pour le grand public, on va passer par des pertes de biodiversité et des pertes de services écosystémiques, mais ce sera quoi la conséquence à la fin, y compris sur l'activité elle-même? On a quelques publications qui démontrent, alors c'est vrai que sur l'agriculture est l'activité la plus étudiée en termes de biodiversité, c'est aussi la plus impactante, mais l'agriculture, elle est extrêmement diversifiée. On a quelques publications qui vont jusqu'au bout en agriculture. Ça a quand même donné -20 à -40% l'année dernière, hein,
quand même aussi de rendement. Donc, voilà, exactement. Et ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive à démontrer aujourd'hui que avec des pratiques agricoles qui sont trop intensives, on détruit la biodiversité, on perd des services et surtout les services de régulation. On va réussir à augmenter un petit peu, et encore qu'on stagne beaucoup maintenant, les services de production dans un premier temps, mais les services de régulation s'effondrent. Marc-André en a parlé, on a la pollinisation, on a la fertilité des sols, on a même la pédogénèse, on a les auxiliaires de culture, on a la qualité de l'eau, la qualité de l'air. Tout ça, ça s'effondre et du coup, on a des problématiques de santé humaine, mais on a aussi des problématiques qui viennent à rebours, impacter les rendements, et il y a des rendements agricoles qui s'effondrent. Notamment, on a de très belles publications aux États-Unis qui le démontrent sur du coton, sur du blé, sur un certain nombre de cultures. Si on détruit la biodiversité, les rendements agricoles vont s'effondrer. Et en fait, le discours initial, c'était de dire je ne m'occupe pas de biodiversité, l'environnement, ça commence à bien faire, parce que moi, ma priorité, mon objectif, ma vision, c'est l'augmentation des rendements agricoles, qui par ailleurs est un très mauvais indicateur, mais néanmoins, c'est quand même celui qui est utilisé. L'augmentation des rendements agricoles comme seul objectif. Et c'est là où je disais, il faut aussi s'intéresser aux visions. Quelles sont nos visions, quels sont nos objectifs? Je pense que c'est ce qui manque un peu peut-être aux réglementations aujourd'hui qu'on a, c'est qu'elles n'ont pas d'objectifs. Elles n'ont que des règles. Et en fait, si la règle, il n'y a pas un objectif derrière de vie en commun, de société, de vision vis-à-vis de la biodiversité, de relation avec la biodiversité, et ben en fait, on a du mal à appliquer la règle et on peut largement la contredire et la contester. Alors qu'en réalité, c'est plus difficile à faire avec une vision. Marc, oui. Je partage tout à fait, parce que j'ai essayé de dire ça aussi tout à l'heure, c'est je pense qu'on a besoin de dire pourquoi on le fait. Et pas de dire simplement on a produit de la norme et de la règle. Et je pense que d'ailleurs, y compris dans les métiers que font les agents de l'OFB, je dis ça sous l'œil de la présidente et du directeur, il y a ça qu'il faut qu'on arrive à... Alors c'est une question de moyens en partie sans doute, hein. Cette partie pédagogique, explication de pourquoi on a produit la règle. On a produit une règle sur les haies parce qu'on pense que c'est bien d'avoir des haies, en fait. C'est pas pour emmerder le monde, pardon de l'expression. J'ajoute d'ailleurs un petit addendum. Les mêmes qui disent qu'il faut préserver tout ça, le nombre de gens, c'est fascinant, qui entre mars et juillet ou août taillent leurs haies dans leur propre jardin. Oui, sans être profondément d'ailleurs embêtés par qui que ce soit. Il y a quand même un petit sujet. Ou qu'il faut une haie de tuya, parce que c'est quand même beaucoup mieux un mur végétal qu'un truc où on pourrait rentrer. Un très joli béton vert, le haie de tuya, et ça rapporte rien en biodiversité. Heureusement, il est mal barré. Mais il y a quelque chose de cette nature-là qu'on doit créer, c'est-à-dire la question de la haie, c'est une question pour les agris, c'est une question pour les citoyens que nous sommes. Troisième chose, je partage totalement ce qui a été dit, ce que j'ai essayé de dire moi, au ministère de l'Agriculture, même si je n'ai pas toujours été entendu par l'écosystème, c'est s'occuper de la question de la qualité du sol, de la vie des sols, de ce qu'ils font aussi des insecticides entre guillemets naturels, la haie et autres, c'est s'occuper à la fin de la production agricole. Et ce qu'on ne voit pas, alors on met ça souvent sur le dos de la disparition d'un certain nombre de produits phytosanitaires. Dans certains cas, ça peut être vrai dans des temporalités assez courtes. Mais la grande tendance est une baisse de production et de productivité qui est liée à ce problème de biodiversité ou de qualité des sols. Dans mon secteur, on faisait beaucoup de blé dur. On n'est plus fichu de faire du blé dur pour des raisons d'abord en partie climatiques et deux parce que la qualité des sols s'est appauvrie. Alors, on remet sous perfusion, mais tout ça, ce système-là, y compris pour la rentabilité économique, n'est pas très, très intéressant. Et donc, je pense que la dimension pédagogique et informative est une dimension qui est très importante parce que c'est aussi comme ça qu'on embarquera les règles. Parce que les règles, je l'ai souvent dit sur la question du loup, par exemple, on ne fait pas contre les gens, en fait. On a besoin que les gens s'approprient. Parce que si les agriculteurs ne comprennent pas que les haies, c'est important et utile pour eux, je ne parle pas de rentabilité économique, mais utile dans leur système de production. Ce qu'ils ont fait sur les sols est un truc très intéressant, même s'il y a des biais que vous avez évoqués. Mais c'est quand même intéressant parce que très rapidement, et c'est là que la nature est bonne fille, si je peux dire, c'est assez rapidement on en voit les effets. Il n'y a pas besoin de 2 mandats de députés. Sur le réchauffement, non, mais effectivement... Pour que ça se voit. Un mandat de député peut suffire pour que ça se voit, si je peux dire, pour l'agriculteur. C'est un peu notre pas de temps à nous. Pourtant, l'histoire du 4 pour 1000, effectivement, du carbone, c'est quand même... Le 4 pour 1000, c'est absolument facile. Et on n'arrive pas à l'incrémenter, y compris dans les organisations internationales. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup parlé de ça avec Stéphane Le Foll. C'est absolument génial. Ça règle plein de sujets. Et il n'y a pas question que de la règle, il y a la question que les gens comprennent que c'est comme ça que ça peut aussi avancer sur ces sujets. Alors le stade suivant, ça va être le loup végétarien, voire le loup vegan, et ça on attend des générations de loups pour qu'ils comprennent aussi comment ça fonctionne. Ils se disciplinent un peu. Il faudrait qu'ils se disciplinent, on ne peut pas déconner. Vous avez le micro, madame, je vous en prie.
Oui, bonjour, je suis Barbara Fredman, je suis chargée de partenariat et de relations institutionnelles à l'IGN et je suis en charge de l'appui aux politiques publiques sur les thématiques eau et arbres-forêts. Moi, je partage tout à fait ce que vous venez de dire et je vous remercie beaucoup pour vos interventions. Je voulais juste donner une petite note d'espoir par rapport à ce qui a été dit parce que je pense qu'on en a un peu besoin. Dans la continuité de ce que M. Fesneau a signé l'année dernière, à savoir le pacte de la haie, nous avons travaillé donc avec l'OFB, avec le MASA, avec le MTE et avec l'INRAE pour construire ce qu'on appelle l'Observatoire de la haie. Et donc l'Observatoire de la haie, donc, qui sera disponible début 2026, va permettre de répondre plus précisément à ces défis de connaissance. Et ce défi de connaissance, c'est quand même quelque chose de très important. Et pour répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui à l'IGN, on a des chiffres un tout petit peu plus précis. Donc c'est vrai que dans la presse, on a beaucoup parlé d'une disparition qui faisait écho de plus de 20 000 km de haies disparues par an. Aujourd'hui, sur les 10 dernières années, grâce à nos bases topographiques, on sait de manière empirique que cette baisse est moindre puisqu'elle est à peu près de 10 000 km de haies par an. Je ne dis pas que c'est optimiste, je ne dis pas que c'est bien, mais je voulais juste le modérer et dire qu'aujourd'hui, donc, on a des outils de connaissance. J'ai dit 20 000, donc c'est 10 000 pour vous. C'est 10 000, oui. C'est ça, d'accord. Pour l'IGN, aujourd'hui, c'est 10 000. Et je voulais juste remercier les actions, effectivement, qui ont été entreprises parce qu'aujourd'hui, on a les moyens ensemble de répondre à ces défis de connaissance. Mais c'est par rapport à ce que disait Madame Soublé tout à l'heure, c'est en travaillant ensemble. Donc merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup et donc merci à l'IGN. J'espère que vous n'allez pas être avalé par d'autres agences, etc. et tout, parce qu'en ce moment c'est un peu chaud bouillant. Peut-être que c'est déjà fait, on ne sait pas aujourd'hui. Enfin bon, bref. Non, on veille. On veille. On essaie de côté. C'est bon, merci. N'importe quoi ne se fasse pas quand même. Voilà. Bon. Juste pour répondre à ça, on s'associe et on fait le pôle géosciences et l'OFB nous rejoindra très prochainement. Très, ben voilà. Eh ben, je ne croyais pas, c'est bien dire. Bon, souhaitez-vous encore une petite question? C'est possible, je vous en prie. Oui, bonjour, Sébastien Mabille, je suis avocat en droit de l'environnement, également vice-président du comité français de l'UICN, qui publie, vous le savez, les listes rouges des espèces menacées en France, dont seulement, il faut le mentionner, seulement 44% sont protégées dans notre droit interne. C'est-à-dire que vous avez l'immense majorité des espèces menacées de disparition qui, en France, ne bénéficient pas de statut de protection. Ce statut de protection permet en tout cas aux agents de la police de l'environnement, de constater la destruction d'espèces protégées, l'infraction prévue à l'article L415-3 du Code de l'environnement, qui est une infraction parmi les plus utilisées en matière de police de l'eau et de la nature. Et vous aviez évoqué le terme de simplification. Et au nom de la simplification, vous savez que cette infraction a été modifiée par la loi d'orientation agricole et cela nécessite désormais de démontrer, de qualifier l'intentionnalité de l'auteur ou la négligence grave. Voilà. Donc finalement de complexifier davantage à la fois le travail des agents de la police de l'environnement pour qualifier un élément moral qui sera beaucoup plus difficile à caractériser, mais aussi qui conduit de fait à dépénaliser un certain nombre d'atteintes aux espèces anciennement protégées, voilà, et donc avec les effets que ça peut avoir aussi négatifs sur la biodiversité. Donc vous avez évoqué aussi le sens de la norme. Et moi, ma question, qui s'adresse plus à vous, Monsieur le Ministre, c'est vraiment quel était l'objectif de cette réforme qui va avoir un impact à la fois en termes de complexification du travail de la police de l'environnement, des avocats et des parquets, mais aussi un effet négatif aussi sur la biodiversité en général à travers la dépénalisation qu'elle opère. Voilà, peut-être avec une voix peut-être plus libre que celle du ministre, celle du député, je ne sais pas. Donc, bon, j'aurais voté la même chose si j'avais été député, hein, mais on a deux choses. Alors, c'est vous le spécialiste du droit. Moi, j'ai essayé de regarder ce qui posait problème. Quand même qu'en droit, l'intentionnalité justifiant d'un acte de procédure soit demandée, c'est quand même pas complètement aberrant. C'est d'ailleurs valable dans plein de domaines. C'est l'intentionnalité d'une fraude fiscale. Vous êtes chez les impôts, la bonne foi est avérée. Vous voyez ce que je veux dire? L'intentionnalité, ça ne me paraît pas choquant. Alors que ça complique la tâche des uns et des autres, très bien. Mais enfin, il y a un moment, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un devant un tribunal. Et il y a un deuxième élément, j'y arrive, sous quelque chose qui serait manifestement pas intentionnel. J'ajoute que personne n'est foutu aujourd'hui. On va essayer d'y travailler d'ailleurs.
sur la cartographie, la fameuse cartographie des cours d'eau. Un coup, c'est un cours d'eau, un coup, c'est pas un cours d'eau. Un coup, une carte dit c'est un cours d'eau, un coup... Donc, vous avez un petit sujet d'intentionnalité. Si vous ne savez même pas dans quel classement vous êtes. Donc, si on pouvait simplifier ce que sont les règles qui s'appliquent quand vous êtes agriculteur, alors sauf à ce qu'on dit, dès qu'un... C'est un autre sujet, pourquoi pas. Mais, et là, vous êtes sur l'intentionnalité ou pas. Le gars, il a un pulvé, il manœuvre mal. C'est quand même pas la même chose que celui qui, ostensiblement, s'en fout. D'accord. C'est pas la même chose. Deuxième élément, oui, j'ai assumé l'idée que menacer un agriculteur, de l'envoyer en prison, ce qu'on ne fait jamais, pour des raisons simples, c'est que si on embouteille aussi les prisons du mec qui a mis un coup de glyphosate, même si c'est intentionnel, on va avoir un gros problème. Je préfère qu'on soit dans le contraventionnel parce que ça simplifie les procédures. Il faudra 15 Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui. Vous êtes taquin, vous, mais j'avais déjà remarqué. Je pense que aller taper, envoyer quelqu'un en garde à vue parce qu'il a un problème avec son pulvé, quand bien même ce soit intentionnel, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait une procédure administrative et c'est plus simple pour tout le monde. Il vaut mieux qu'on tape au portefeuille, notamment sur portefeuille, quand il y a un problème de récidive. Et donc oui, c'est une simplification d'abord pour les gens qui sont chargés de le mettre en œuvre, et c'est une simplification parce qu'il n'y a rien de pire que ce qu'on adore faire un truc en France, c'est on fait des lois, on n'arrive pas à les appliquer, donc on fait une loi pour mieux les appliquer, donc on ne les applique pas, et donc on fait une loi, et donc on met en scène quoi? L'impuissance publique. Moi, je préfère qu'on en ait un peu moins, qu'on ait des choses qui soient lisibles, qu'on tape là où il faut taper, c'est-à-dire plutôt au portefeuille, que plutôt que des trucs qu'on ne fera jamais, parce que ça, c'est l'intentionnalité française, on dit c'est super. Alors on pourrait prendre plein d'autres exemples où on dit la loi interdit, mais ce n'est pas ce qui se passe en fait. Parce qu'on ne peut pas faire appliquer la loi, pour des tas de raisons, de procédures, de surprocédures. Et donc moi, j'assume de ce point de vue-là qu'on tape les récidivistes, les multirécidivistes, y compris de l'environnement, ceux qui font une faute grave, mais pas celui qui n'est pas dans l'intentionnalité, oui. Denis Chaustril, après, s'il vous plaît, donc procureur général donc, à la Cour d'Orléans. Pardon. Cour d'appel, pardon, d'Orléans. Est-ce qu'on peut quand même dire une petite chose avant T'en prie. Il y a homicide volontaire et involontaire, mais ça reste des homicides. Il y a de bonne foi quand on n'a pas payé ses impôts, mais on les paye quand même. Et ça, c'est important. Et je pense que ce qui court en filigrane de toute la discussion aujourd'hui, c'est le poids asymétrique qu'on a entre le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Par exemple, on fait des enquêtes pour savoir si les gens aiment bien la police de l'environnement. Je ne vois pas d'enquête identique sur la police de la société. Et quelque part, et ça c'est par formation et ça, par on va l'aborder culture, cet après-midi, ça va être bien ça. On ne donne pas la même priorité au patrimoine vivant qui est le produit de l'évolution biologique qu'au patrimoine culturel et à la société qui sont les produits de l'évolution culturelle. Et c'est cet équilibre qui nous manque. Je parlais de vision tout à l'heure. C'est cette vision qu'il va falloir rétablir parce que du coup, on finit par être très bancal et on va à terme abîmer même le patrimoine sociétal. Je vous en prie. Monsieur. Oui, non, je réagissais à l'affirmation un peu péremptoire selon laquelle non, mais si, vous avez affirmé que nécessairement la police administrative serait plus efficace que la police judiciaire. On essaiera de démontrer le contraire tout à l'heure lors de la table ronde à laquelle je participerai, mais c'est à mon sens à l'inverse, l'articulation entre police administrative, police judiciaire, c'est dans cette articulation que se trouve l'efficacité, et l'efficacité à long terme. Combien de fois a-t-on voulu réduire une action à court terme d'une opération de police administrative qui ne permet pas, effectivement, de creuser un sujet, d'aller au-delà de l'apparence et d'aller s'attaquer à de véritables causes. Tous les progrès qui sont intervenus en matière de politique environnementale et de lutte contre les atteintes à l'environnement sont passés par la mise en place des Colden, la mise en place des Misaines, qui permettent effectivement d'être dans cette articulation absolument nécessaire entre le regard administratif, dépendant du préfet, mais aussi le regard judiciaire. Et on sait bien que l'institution judiciaire n'a pas beaucoup de moyens. Cette personne ici ne sera surpris à nouveau de l'entendre. Mais on sait aussi qu'elle a une force majeure, qui est la force du symbole. Cette force du symbole qui fait que, effectivement, de manière, je dirais, par touche, elle est capable de venir sanctionner des personnes qui ont enfreint une loi, enfreint une réglementation, de telle manière que
le contrat social a été effectivement entamé, que des équilibres ont été rompus. Et on verra tout à l'heure, peut-être que dans le temps de cette table ronde, on pourra constater que le moteur d'un certain nombre d'infractions qui se commettent en matière environnementale est malheureusement le même que celui qu'on constate dans d'autres formes de criminalité, à savoir la valeur économique, la valeur de rentabilité. Et je crois que ce sont des éléments qui font que l'institution judiciaire doit pouvoir trouver sa place dans la protection de l'environnement. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Non, mais c'est génial parce que là, on est parti effectivement presque déjà sur le tableau ronde. Alors, attendez, madame, c'est parce que c'est pas que je ne vais pas donner 2 fois la parole à l'IGN, que j'aime beaucoup comme institution. J'ai plein de merveilleuses cartes aussi maintenant numérisées et des anciennes avec qui je fais des paquets cadeaux, vous voyez, donc etc. C'est extraordinaire. Est-ce que vous souhaitez avoir une autre question, je vous en prie, au cas où? Alors, voilà, ouais, dernier moment, hein, vous l'avez eu là, c'est... Oui, bonjour Jean-Noé Père pour France Bois Forêt, l'interprofession de la filière forêt-bois. Je rebondis justement sur les échanges dans lesquels en fait nous, notre filière, on est en plein dedans. On est une filière qui est en première ligne dans la lutte contre le changement climatique, notamment par la décarbonation de la construction en utilisant le matériau bois. Ça passe par une gestion des forêts. Donc nous on dit que c'est une gestion durable, c'est-à-dire qu'on va couper du bois en forêt, mais on va en replanter. On va adapter aussi les forêts au changement climatique, puisqu'il y a des essences qui aujourd'hui, dans certaines zones géographiques, ne peuvent plus continuer à exister, ou du moins dans de très faibles proportions. Donc les professionnels de la forêt qu'on représente ont un travail et ils ont un rôle à jouer dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, la difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être hors la loi. Eux, ils ont envie d'agir dans un cadre respectueux de la loi. Ils agissent dans un cadre de durabilité. Par contre, en effet, ils ont un souci, c'est de lisibilité. Et ils ont besoin d'avoir un plus de lisibilité, notamment auprès des agents de l'OFB, pour savoir quand ils vont intervenir en forêt, quand ils vont faire un chantier, est-ce qu'ils sont dans les clous. Et aujourd'hui, M. Thibault l'a dit en introduction, le droit de l'environnement, il est illisible. M. Fesneau l'a rappelé, des fois, il y a des choses, on ne sait pas si c'est là ou pas, un cours d'eau, un nid de chauve-souris. Et donc, on est face à une inconnue et l'entrepreneur, l'exploitant, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas. Si j'y vais, je risque de me prendre une poursuite, une amende ou peut-être même une poursuite pénale, alors que je pensais avoir fait tout le nécessaire. Donc voilà, donc nous, la demande des professionnels, c'est de la lisibilité, c'est un peu de pédagogie aussi, et c'est de la concertation. Ils ont une volonté d'agir avec l'OFB en concertation. D'autant que sur les 17,5 millions d'hectares que vous représentez, enfin pas tous, que les 3 quarts c'est donc du privé et 1 quart donc c'est l'ONF. Nous on représente la forêt privée et publique. Absolument. Vous avez sur 3,5 millions de propriétaires, me semble-t-il, 2 millions qui sont propriétaires de moins d'1 hectare. C'est même plus que ça. C'est même plus que ça. Donc effectivement, c'est un truc effectivement qui est assez énorme. Et derrière, à partir de 25 hectares, donc il y a évidemment ces obligations donc de pouvoir intervenir. 20 hectares maintenant. 20 hectares. Le PGS. Okay. Donc j'allais dire tout augmente, donc tout diminue aussi. Donc maintenant c'est à partir de 20 hectares. Je me promets à niveau. Un document de gestion durable. Voilà, d'accord. Donc on a bien compris effectivement votre interrogation. En espérant que vous n'aurez pas trop de scolytes au plus éternel. C'est pareil que effectivement avec Marc-André, on voit ça, c'est-à-dire que si vous faites de la monoculture, vous avez toutes les chances de choper davantage de maladies aussi, mais ça c'est une autre affaire. Il y a différentes formes de gestion qui sont tout à fait intéressantes chez vous.